initié avec le camarade. Là, c'est le camarade qui a commencé. Il m'a dit il faut qu'on fasse quelque chose pour les sols. Et donc, on a eu un agrément à un moment pour pouvoir le promener dans les écoles et puis dans les foires, les salons et tout. Donc, ça a été vidé de bûches. Donc, allez, tu commences à nous dire. Alors, au départ, la Terre, c'est qu'un caillou, au départ. Très longtemps, les planètes, etc., la Terre, donc une masse en fusion qui se refroidit en se différenciant. Et donc une sphère totalement sans vie au départ, uniquement des éléments minéraux. Et quand nous on arrive, c'est déjà un peu ce style, c'est-à-dire qu'il y a de la végétation qui recouvre cette planète minérale, et donc là c'est symbolisé. Donc d'un côté, les roches de toutes les sortes. Ces roches, avec la chaleur, avec le froid, avec le vent, avec la pluie, avec la neige, avec la glace, tout ça se brise, tout ça se chute dans les pentes, tout ça se heurte et ça donne des blocs, des graviers plus ou moins gros. Ces graviers continuent à se frotter, mélanger les uns les autres et ça donne des sables. Alors dans les sables il y a de tout, il y a des roches issues du volcanisme, il y a des roches issues du magmatisme de la Terre, il y a des roches sédimentaires et puis il y a également des roches avec une particularité, c'est d'être non acide, parce qu'au départ tout cela est très acide, et à un moment ce n'est plus acide, et c'est des roches issues de carapaces calcaires d'animaux marins. On a du mal à se l'imaginer, mais parfois on va sur des plages où on se promène dans des régions où il y a des falaises et ces roches blanches, jaunes en règle générale, sont d'origine animale. Ce sont ce que on peut voir symbolisé par ça, mais c'est également ça, et tout ça c'est des animaux qui se fabriquent un squelette extérieur. Et il existe des squelettes extérieurs qu'on comprend bien, squelette extérieur qui est d'une protection et qui est également aussi une ossature. Autant on comprend ce que c'est qu'un squelette intérieur, parce qu'on a tous un squelette intérieur. Et ça, voilà, donc ça c'est des roches calcaires. Et ces roches calcaires, ces squelettes calcaires d'animaux marins ou terrestres ou aériens, ils se retrouvent tous à être mélangés à ces roches. Alors ce sera pour ce qui est des animaux terrestres, c'est plus tard, mais les animaux marins, c'est dès l'origine de la planète, dans les océans, il y a des organismes qui se sont mis à proliférer et qui ont, en mourant, ça a fait des dépôts au fond de l'eau, sur les côtes en règle générale, et ces dépôts ont fini par s'accumuler au point de faire des couches qui peuvent faire jusqu'à plusieurs kilomètres d'épaisseur aujourd'hui, c'est-à-dire une fois très tassées. Et donc, ces couches très tassées également sont soulevées parfois par le mouvement de la Terre, et en se soulevant, elles se brisent, elles roulent dans les pentes et elles donnent des sables. Donc tout ce qui est minéral, que ce soit d'origine
planétaire ou que ce soit d'origine animale, marine ou terrestre, finit par se retrouver dans ces sables. Ça, c'est des sables donc d'origine aquatique et calcaire, et ça, ce sont des sables d'origine montagneuse et granitique, par exemple. Et donc, blocs, gravier, sable, et tout ça finit par continuer à se frotter dans les eaux, dans les ressacs, dans les va-et-vient, dans le vent qui emporte, qui fait rouler. Dans les déserts, c'est bien connu, le bruit du sable dans les dunes fait rêver les touristes. Et donc, tout cela finit par devenir de plus en plus fin au point de faire cette poussière qui s'envole, qu'on connaît ici, qu'on connaît dans les déserts, hein, comme sur l'image là. Et ça, c'est de la poussière de roche. Cette poussière de roche, ça s'appelle des limons. Et ces limons sont déjà très fins, hein, de plus en plus fins, et on peut aller encore plus loin. Ils finissent par... eux aussi continuent à rouler les uns sur les autres. Si on regarde ça au microscope, ces limons, c'est gros comme ça. Et ils finissent par en farine comme ça. Et ça c'est de l'argile, ça. Ça, c'est le stade, pas ultime de dégradation, mais c'est une finesse physique très, 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 très grande. Et cette finesse physique, elle arrive à se mettre en solution dans l'eau, hein, elle peut être comme ça, mais elle peut aussi se mettre en... Et une fois qu'elle est en solution dans l'eau comme ça, là, elle suit le chemin de l'eau. Elle est emportée par l'eau, et comme le terrain plat n'existe pas, ça coule toujours, et ça va, comme on l'a vu dans le film, dans les rues d'Anduze ou dans les rivières par ici. Alors, des argiles, suivant leur origine, il y en a qui donnent des trucs comme ça, mais il y en a qui vont donner ça. Il y en a qui vont donner, celle-là, elle est blanche, il y en a une autre qui est verte, enfin, il y a toutes les couleurs d'argile, suivant les origines minérales et suivant les métaux qui dominent. Le rouge, c'est du fer, le vert, c'est de l'aluminium, enfin, voilà, quoi. Tout est là-dedans. Donc, les roches, c'est ça. Alors, ces argiles, quand elles sont dans l'eau comme ça, elles vont se déposer un peu partout, et quand l'eau va se retirer, il va en rester un petit peu. Et ce peu qui va rester va se retrouver à l'air libre et va sécher. Et ça donne ce genre de choses. Hein, voilà, les argiles qui ont séché. Et là, et donc, ça crée des fentes, il en parlait, des fentes, on verra tout à l'heure, hein, dans les sols, ce que c'est que ces fentes. Et là, ça ne s'est pas simplement rétracté en faisant des fentes, ça s'est rétracté dans l'épaisseur. C'est-à-dire qu'il y avait, là, ce que l'on voit, 1 centimètre et quelques, il y avait le double au départ. C'est-à-dire c'était l'argile stocke de l'eau. Et quand il sèche, il perd son eau. Et cette capacité de stockage de l'eau des argiles, elle est vachement intéressante, parce que dans un sol, ça va stocker de l'eau. C'est une éponge. Donc on a besoin d'avoir des argiles. Or, ce qui se passe à l'heure actuelle, chaque fois qu'il pleut, chaque fois qu'il y a des crues, les argiles des sols, emportées, fil, et du sommet des montagnes jusqu'au bord de la mer, ils s'en vont. Et on les perd. Et il faut très longtemps pour fabriquer des argiles. Et on en a énormément besoin pour avoir des bons sols. Et on peut les perdre année après année, et plus ou moins violemment, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu l'histoire de la roche. Voilà, ça part donc des origines de la Terre. Et donc notre planète, elle a au départ c'était extrêmement volcanique. Et donc ça, gaz carbonique, H2O, et atmosphère très humide, magmatisme, donc feu, eau, gaz, et donc et c'était l'origine parce que la Terre était chaude et en pleine expansion, et petit à petit cette expansion s'atténue, donc la Terre se replie sur elle-même, elle se refroidit, et l'eau qui est dans l'air se condense et va remplir tous les trous de la planète, parce que notre planète, elle est ronde, grosso modo, mais il y a quand même
le Mont Blanc à 8800 et certaines fosses marines à 12 000 mètres. Il y a quand même 20 km entre les points les plus hauts et les points les plus bas. Et donc les points les plus bas vont récupérer toute l'eau de condensation de l'atmosphère. Et l'eau, elle est planète volcanique, donc. Et donc, il y a énormément de ce gaz carbonique qui est en suspension dans l'air, et donc la mer, elle est brassée, et ce gaz carbonique a la faculté de se mettre en suspension, de se solubiliser dans l'eau. Donc l'eau se charge de gaz carbonique. Et à l'intérieur de cette eau chargée en gaz carbonique et en sels minéraux, vont apparaître à l'intérieur de ces océans primitifs les premiers organismes végétaux, premières cellules végétales, qui vont très rapidement fabriquer des espèces de cellules un peu plus complexes, des chaînes de cellules, et ça va donner algues bleues, algues vertes, d'abord les planctons, mais ensuite algues bleues, algues vertes, etc. Et donc la vie va se développer dans ces masses d'eau qui sont un peu protégées de la chaleur extérieure. Et progressivement, la vie va sortir des océans et prendre pied sur les marges continentales, à l'endroit où les vagues mettent un coup dans l'air, un coup dans l'eau, un coup dans l'air, un coup dans l'eau, etc. Et les plantes aquatiques vont progressivement prendre pied sur les marges des continents et inventer la photosynthèse aérienne et des racines. Et à partir de là, les plantes vont se répandre sur tous les continents. Et dans les océans, le départ de la végétation océane, les plantes absorbent ces planctons, ces algues, ils absorbent le gaz carbonique en solution dans l'eau, ils fixent ce gaz carbonique pour fabriquer leurs cellules, ils utilisent le carbone et ils rejettent de l'oxygène. Et cet oxygène va sortir progressivement, monter à la surface des océans, sortir dans l'air, grimper et monter jusqu'à dans l'atmosphère et fabriquer la couche d'ozone de l'atmosphère. Cette fameuse couche d'ozone qui nous protège des rayons ultraviolets du soleil, qui fait qu'on peut être dehors. Sinon, c'était impossible. Donc, il ne pouvait pas y avoir de vie sur Terre tant qu'il n'y avait pas de couche d'ozone. Et c'est la vie intra-océane qui a créé cette couche d'ozone. Donc, cette couche d'ozone, elle a permis ensuite à la flore de sortir et d'aller à la conquête de tous les continents. Et donc, elle s'est répandue un peu partout. Et donc, à un moment, il y avait, les sols étaient très pauvres. Donc, ça a fabriqué des lichens, des mousses, des lichens, des trucs comme ça. Ensuite, des fougères, ensuite des prêles, fougères, etc. Et de fil en aiguille, ça s'est complexifié. Et les plantes ont un truc, c'est que elles naissent, elles grandissent, et puis à un moment, il y a toujours une condition quelconque, soit c'est l'âge, elles meurent, soit c'est le vent qui va déraciner un arbre, les feuilles mortes qui tombent par terre, et ça fait une couche sur le sol. Et cette couche donc contient du bois mort, contient... alors là, on a ajouté tous les éléments des animaux qui habitent là-dedans. Hein, on verra dans quelques minutes comment ils ont envahi tout ça. Et puis, donc, toutes ces matières végétales mortes qui tombent au sol, elles vont faire une couche qui est humide, et à l'intérieur de cette humidité, il y a des champignons qui poussent, il y a des bactéries qui se promènent, il y a tout un tas de petites choses qui sont des êtres vivants et qui mangent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent la matière végétale morte, carbonée, et ils
il la transforme. Et donc, lorsque la Terre était entourée de gaz carbonique, quand elle était dans ses origines, il y avait une proportion de plus de 30% de gaz carbonique à l'origine de notre planète. Aujourd'hui, quand on est là, quand on respire, pourcentage de gaz carbonique 0,03%. 0,03%, c'est-à-dire rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est si important, tous ces calculs qui ont été faits, combien, quand je mange ça, je refais de gaz carbonique, combien ça coûte pour le produire, etc., etc. C'est pour ça que c'est si important, parce que le gaz carbonique, il n'y en a pas, en fait. Et c'est parce qu'il n'y en a pas, où il y en a à 0,03%, que nous sommes là, qu'il y a des arbres, etc., et que nous sommes là, quoi. C'est parce qu'il n'y en a pas. Et donc c'est pour ça que c'est si important. C'est très chiant, la petite fiche qu'ils nous ont donnée, avec tous les chiffres, on va la lire, si encore on la lit, mais si on veut, pour assimiler ça, il va falloir encore que ça aille encore bien plus mal, quoi, pour qu'on prenne ça en considération. Mais le gaz carbonique, il n'y en avait pas dans l'atmosphère. La Terre, l'histoire de la Terre, c'est d'avoir décarboné l'atmosphère. Or, nous, toute notre histoire, depuis qu'on s'est mis à arrêter d'être des chasseurs-cueilleurs exclusifs, depuis qu'on a arrêté ça, on rejette du gaz carbonique. Avant, on ne faisait que... Voilà, et puis je mangeais, hop, j'allais déféquer, et je repartais, etc. Et ma crotte, elle servait à nourrir tout un tas de petits trucs qui allaient vite la remettre en stock, etc. Donc on relâchait rien. L'histoire commence quand il y a 10 000 ans, on décide un jour de commencer à élever des animaux. Parce que pourquoi on élève des animaux? Parce qu'on a, à la chasse, on a tué la mère et il y a le petit qui est là et il est tellement mignon. Les enfants le trouvent tellement, on l'emmène avec soi. S'il y a besoin, on l'allaite, on lui met un bout de, on le coince dans un coin et puis on l'élève et on le mangera plus tard. Et l'animal attaché à un piquet ou coincé entre 4 palettes, qu'est-ce qu'il fait? Pipi, caca sur place. Et toute personne qui vit à côté d'animaux qui sont un peu coincés dans un parc va se rendre compte que l'herbe qui pousse à la périphérie ou que les arbres qui poussent à la périphérie sont 2 fois plus gros que ceux qui poussent à côté. Parce que, et donc, on va finir par se dire, il y a peut-être un lien entre le fait que l'animal il pisse et il chie à cet endroit-là tous les jours et que l'herbe elle est 2 fois plus haute. Alors c'est intéressant parce que si c'est de l'herbe, bon, c'est la vache qui la bouffe, tant mieux pour elle, elle a plus à manger, donc elle nous fera plus de lait. Mais si c'est une banane et qu'elle est 2 fois plus grosse, c'est vachement intéressant aussi parce que tant mieux pour nous, quoi. Donc les hommes, à un moment, ils se rendent compte que l'animal donne du fumier et de son urine, hein, c'est de l'azote, hein, bourré azote, phosphore, potasse, hein, c'est là-dedans. Aujourd'hui, on le fabrique, mais en engrais chimiques. Hein. On va le fabriquer dans des usines, c'est transporté, vendu, etc., avec des bilans dont on a parlé tout à l'heure. Et donc voilà, l'homme se rend compte qu'il peut améliorer la production animale et végétale, toujours comme on a dit ce matin, parce que c'est ça qui cause, quoi. Et donc, il y a 12 000 ans à peu près, donc l'homme invente l'agriculture. Et à partir du moment où il invente l'agriculture, au début, il fait tout à la main. Tout, bâton à fouillir, etc. Des tout trucs, on est vite fatigué. Et donc, dès l'Antiquité, là, les Égyptiens inventent les premières charrues, là, hein, tirées par un âne ou un bovin, et ils griffent la terre, quoi.
quelques milliers d'années plus tard, la charrue, on l'aura un peu améliorée, mais dès le départ, ce que l'on fait, c'est que l'homme il naît dans des milieux, en règle générale, très proches de ça. Et pour cultiver les relations, tas d'ouvrages là-dessus, Histoire des agricultures du monde de Marcel Mazoyer et Laurence Roudard, c'est un chef-d'œuvre. Vous vous régalez à lire des histoires et qui font comprendre l'histoire du monde, quoi. Entre parenthèses, ça c'est un truc super. Histoire des agricultures du monde. Et donc, l'homme il débroussaille par le feu. Il coupe avec ses outils primitifs, plus ou moins évolués. Il coupe, quand c'est sec, il fout le feu. Parce que bien sûr, il a maîtrisé le feu. Je ne sais pas comment, mais il l'a maîtrisé un jour. Et il fout le feu, et ça s'appelle culture sur abattis et brûlis. Et à l'endroit où il a brûlé, en plus, il va rester des cendres par terre. Ça, c'est de la cendre. C'est des sels minéraux. C'est tous les sels minéraux que les plantes ont absorbés. Quand on brûle la plante, il reste les sels minéraux. Non, c'est des engrais. C'est de la chimie, ça, et c'est des engrais, c'est de l'engrais. Donc, les cultures sur abattis brûlis, l'homme, il brûle, et sur un endroit où c'est brûlé, il reste les souches, mais entre les souches, il va pouvoir mettre des graines et replanter, et donc semer, parce qu'il s'est mis à manger des lentilles, à manger des légumineuses, à manger, qu'est-ce qu'il mange encore, des céréales, et des fruits, et des petits animaux. Et donc il va repiquer, voilà, tous ces endroits, et l'histoire de l'agriculture ne va être plus qu'une amélioration de ces techniques, mais un truc que l'homme il n'avait pas compris, c'est que quand on débroussaille et quand on plante à un endroit dans de la matière organique décomposée, quand on plante là-dedans, les plantes vont absorber, et si je mange la plante et que je vais aller faire mes déjections pipi caca ailleurs, ça ne restitue pas au sol. Et donc les sols finissent par s'appauvrir, et plus les populations augmentent, plus les sols s'appauvrissent. Et aujourd'hui, comme plus personne n'utilise des engrais animaux, des fumiers animaux, ça ne se fait plus, c'est plus la mode. D'ailleurs, les animaux sont élevés dans des régions d'élevage et le fumier n'est pas transporté dans les régions de culture. Donc l'histoire des fumiers, c'est une histoire très intéressante parce que quand on élève les animaux dans des écuries, c'est pas par hasard qu'on met de la paille sous les déjections. C'est pour éponger un peu toutes les urines, et pour pouvoir les emporter, les sortir dans un coin de l'écurie à la fourche, pour pouvoir les empiler, les sortir, etc., pour pouvoir manipuler. Sinon de la bouse de vache ou des crottes de mouton sèches, vous avez déjà vu comme c'est, le mouton c'est de la poussière, crotte de vache c'est de la bouse et tout, très difficile à manipuler, quoi. Donc il faut des outils. Et donc l'histoire de la fertilisation des sols, c'est un peu lié à cette problématique des fumiers. Et puis aujourd'hui, on en est au stade où on a pu, dans une région comme ici, vous pouvez chercher si il est produit suffisamment de fumier pour fertiliser les sols d'ici, ou si vous avez vu passer des camions qui transportent du fumier, de où ça vient. Alors c'est sûr qu'il arrive de temps en temps, depuis les plateaux de Lozère, un peu des camions de Migou. Voilà, c'est le seul truc. Mais il n'en arrive pas beaucoup, à mon avis. Donc voilà, et donc les sols se retrouvent finalement à recevoir très peu de matière organique,
Et la matière organique, on sait que c'est volatile, hein, quand on exporte les plantes, je fais une culture, elle va prendre le carbone qui est dans le sol, elle va le fixer dans sa graine, la paille va partir dans des régions d'élevage, on voit passer les camions un peu partout, pour aller servir pour faire du fumier, et puis et les récoltes vont partir ailleurs. Donc il y a un manque de retour à la terre. Et donc progressivement, les sols vont perdre leur matière organique et donc arriver un peu au résultat qu'on a aujourd'hui. Une fertilité entretenue de façon artificielle avec des éléments fertilisants fabriqués dans des usines que l'on paye très cher, et d'un autre côté, des gens comme Louis Julian qui font ce type d'agriculture en utilisant de la matière organique. Alors lui, il fait passer des moutons, mais il y a aussi, ce qu'il a raconté, des cultures d'engrais verts. Il parlait de différentes espèces. Voilà, donc je vais le laisser prendre la relève là pour pousser un peu sur ces... En fait, ce qui m'a poussé à faire ce type de culture, c'est des observations que peuvent faire tous les enfants qui naissent dans une ferme. Moi, je suis la 17e génération, c'est pour ça que le film s'appelle 17 chapitre 1, parce qu'il y aura un chapitre 2 sur la 18e qui sont mes enfants qui ont pris la relève. Donc, dès l'âge de 8 ans, on vous met dans les vignes à ramasser les sarments, et les sortir, les brûler. Après, quand on est un peu plus grand, qu'on peut tenir une houe, une sape, on va désherber un petit peu. Après, on va épamprer, puis petit à petit, on grandit. Et on va à la chasse avec son père, on y va soi-même, on va dénicher les pies, parce qu'à l'époque, on nous payait des œufs pour dénicher les pies. Donc, on parcourt le territoire et on observe. On voit le territoire et on observe, on voit les choses. On voit que la terre est blanche par endroits, qu'elle est plus foncée par d'autres, qu'il y a des endroits, il y a des différences de niveau, qui est que dans les coteaux où sont plantées les vignes, en haut du coteau, on voit les racines qui sont là comme ça, puis on peut passer la main dessous, et qu'au bas de la pente, au contraire, il y a de la terre qui est plantée jusqu'à la cime des sarments. Donc tout ça, petit à petit, ça s'inscrit dans la tête, puis après, un jour, on comprend que finalement, c'était parce qu'il y a de l'érosion, donc la terre des coteaux descend. Après, au début, on se dit pourquoi il y a de l'érosion, parce qu'on a vu faire ses pères, grands-pères et arrière-grands-pères toujours travailler les sols. Et en fait, les sols étaient très travaillés chez nous quand il y avait la traction animale, parce que les racines des herbes, c'est un peu comme le ciment armé. Quand ça prend une motte comme ça, une charrue, elle peine, les racines s'accumulent, et puis au bout d'un moment, ça bourre et le cheval, il ne peut plus tirer. Donc pour avoir des sols propres, entre guillemets, on faisait en sorte de toujours couper l'herbe, d'en passer, griffer et tout ça. Et chaque fois qu'il pleut en automne, cette herbe qui n'est pas structurée, on va le voir avec l'expérience, le camp descend. Donc moi, quand j'ai commencé à vouloir m'installer à travailler dans les années 70, je me suis dit, bon, il faut trouver une autre solution parce que sinon on n'y arrivera pas, quoi. Donc dans les années 68, là, à peu près 67-68, les plus gros tracteurs sont arrivés, les Ford 3000, les Renault 60, tout ça, donc avec un peu plus de puissance mécanique. Donc on a commencé à atteler des petites pelles derrière les tracteurs, et chaque printemps, on remontait la terre que l'automne avait fait descendre. Mais là c'est pareil, je me disais, mais si tu recommences chaque année, sans compter qu'il y en a une partie qui s'en va au Rhône et qu'on ne revoit jamais. Donc il y a eu une période où on s'est mis à guetter le cantonnier quand il allait creuser les ruisseaux. Et on prenait vite une benne et on allait chercher la terre qu'il nous mettait dedans et qu'on allait remettre dans les terres. Et là j'ai dit, mais c'est du travail de fou, quoi. C'est Sisyphe, quoi. En fait, tu recommences sans arrêt et tout ça, donc il y a autre chose. Puis je me suis rendu compte plusieurs fois, parce que j'ai vécu le passage de la traction animale à traction motorisée, et tous les paysans qui n'avaient pas franchi ce cap de la motoculture,
ils se retrouvaient avec des petites parcelles, la différence de prix des productions, déjà c'est là qu'on a commencé, les gains de productivité, ils vont toujours à l'aval, mais ils ne restent jamais chez le paysan. Donc ceux-là, ils se sont retrouvés hors course parce que c'était plus rentable pour eux, donc ils ont arrêté. Mes parents qui s'étaient motorisés, moi le premier tracteur dans la famille, il est plus vieux que moi. On l'a toujours, mais il ne marche plus, mais on l'a toujours, en 1948. Donc il faisait 18 chevaux. La première fois qu'il est rentré dans une vigne, tout le monde était venu voir. Et les gens ils regardaient, ils disaient oh, s'il ne faille pas mal, c'est pas sage. Ça veut dire s'il ne fait pas plus, il se promène. Parce que le tracteur de 18 chevaux sur des mottes, il se dandine, enfin, il gratouille, enfin, bref. Mais ça continuait à accélérer la transition des sols vers la perte. Donc moi, j'avais remarqué que parce que mes parents avaient récupéré les terres de voisins, donc il y avait un ruisseau, on avait drainé, on avait bouché, et puis avant de replanter une vigne, on mettait du blé, et à l'endroit du ruisseau, le blé il était... Je me disais, tiens c'est bizarre, c'est pas l'engrais que tu mets qui fait pousser le blé, c'est cette terre noire qui est là dans cet ancien ruisseau. Donc, ça fait poser des questions. Et on croise des personnes à droite, à gauche, des gens qui avaient déjà expérimenté, ou au moins théoriquement, l'agriculture biologique. Moi, c'est une vieille dame du village qui était adepte de la méthode de mère boucher et qui se nourrissait avec la vie claire, tout ça. Donc, elle m'a fait passer des bouquins. J'ai commencé à lire des livres, tout ça. Bon, je commençais à m'intéresser. J'ai fait des études à Montpellier avec un petit cousin on était cousins communs d'un des pionniers de l'agriculture biologique à ce moment-là, dans la vallée du Rhône. Donc j'ai suivi un peu ses premiers déboires. On lui faisait mettre du lithotame sur des sols calcaires, donc ses pêchers ils sont devenus tout jaunes et ils ont crevé. Donc après il s'est rattrapé, il a abandonné le lithotame, il s'est mis à travailler normalement. Et après ça a marché, donc moi je me suis intéressé. Et puis il y a eu les événements de Montredon là en 1976 où les paysans SCRS se sont tirés dessus, il y a eu 2 morts. Donc moi je me suis dit je ne vais pas faire ce métier pour faire ça, c'est pas normal. Donc j'ai dit il faut arriver à maîtriser la production, à maîtriser la vente et à garder la plus-value chez nous et puis partir sur les barrages. Là en ce moment mes collègues ils sont tous en train de barrer l'autoroute, tout ça. Moi, j'en ai pas besoin parce que je vends mes produits, j'ai pas de soucis. Enfin, mes enfants vendent parce que moi, maintenant, c'est plus moi. Donc, agriculture biologique, oui, on arrête de mettre des engrais chimiques et on commence. Bon, au bout de 5 ans, quand l'acquis des derniers engrais chimiques est passé, on voit les récoltes qui commencent à baisser. Donc là, on commence à se dire, tiens, c'est bizarre. Puis au bout de 10 ans, ça continue toujours à baisser. On se dit là, il faudrait peut-être pire. On commence à voir de l'herbe qui repousse, on commence à voir que la terre ravine beaucoup moins. On se dit que tu dois être sur la bonne piste et on attend. Au bout de 15 ans de chute, puis après 10 ans de plateau, je dis bon ça baisse plus, c'est pas mal. Et puis au bout ça fait 15-25 ans, ça commence à remonter. Et puis ça n'a fait que remonter. Donc, je suis arrivé naturellement à retrouver une vie dans les sols. Et puis la conséquence, c'est net et visible. Quand il pleut, moi dans mes sols ça rentre et à côté ça ruisselle. Donc il y a quand même un effet positif. Et donc, comme on en faisait déjà cette petite démonstration dans les écoles et tout, là je me suis décidé, comme j'ai un copain qui est prof de cinéma, je lui ai dit écoute, il faudrait qu'on fasse un petit film pour montrer quand même qu'il y a une possibilité. Et puis, j'ai dit 35 ans, personne ne voudra le faire, donc il faut trouver une autre solution. Donc on s'est mis à planter des engrais verts, à utiliser des broyages de branches qui ont un peu cet aspect, quoi. C'est à peu près comme ça. Et en mettant, je me suis rendu compte, donc, comme je le dis dans le film, que finalement, au bout de 3 ans, on a déjà un résultat. Donc je pense qu'il faudrait aider les paysans avec une prime, plutôt que de donner des sous à une pelleteuse pour creuser des bassines. On donne des sous aux paysans pour que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ils sèment des engrais verts ou ils charrient du fumier. On peut trouver du fumier, on en trouve, il y a des régions d'élevage, ça vaut 40
40 € la tonne le fumier. Donc si vous en mettez 10 tonnes hectares pendant 10 ans, ça va vous faire 400 €. 400 €, si on paye les paysans 400 € l'hectare, déjà s'ils en mettent 10 tonnes pendant 10 ans, il y aura du résultat, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on en parle, il faut le faire. Moi, je ne sais pas si vous voulez poser des questions. Ça retourne à la tête. C'est la grande question. Ouais. Vous savez, les centrales nucléaires, quand le crash Tchernobyl, quand il a craché, c'est parti partout. Moi, je pense que la chose, la priorité, c'est de rendre la vie dans les sols. Et les sols, ils se chargeront de nettoyer les antibiotiques, les polluants et tout ça, ou de les stocker. Enfin, ils vont vous donner une nourriture vivante. Et si vous avez une nourriture vivante, ça va vous aider, vous, à éliminer les cochonneries. Moi, je suis pisseur volontaire des glyphosates, là, et je pensais pas en avoir. Au bout de 35 ans de bio et manger quasiment que du bio, j'ai dit, tu n'en auras pas. Et bien, j'en ai eu chez moi aussi. Donc j'en avale quelque part. Alors, je me suis posé les questions. Comment tu fais pour l'avaler? Après, je me suis dit, le bio, finalement, les reconversions massives, elles sont assez récentes. Donc, il y en a dans les sols. Donc, que tu achètes bio, les pâtes ou les trucs comme ça, le peu qu'on achète bio ou le pain à droite, à gauche, ben ça contient des glyphosates, je les prends. Et dans la mesure où je les élimine, je me dis, bon, je m'en débarrasse quand même. Mais il faut avoir la santé pour s'en débarrasser, donc il faut avoir une nourriture vivante, quoi, pleine de vitamines et d'énergie vitale, je pense. On a un spécialiste de biodynamie à côté de moi, et lui, il va vous parler de l'effet dynamique de la nature. C'est pas que du physique, du chimique, il y a aussi une énergie vitale, quoi. Quand vous voyez une plante dans un pot de fleurs qui pousse, le sol il est pas bien. Il y a bien une énergie qui arrive qui est dans le cosmos et qui arrive sur la plante qui lui permet de se développer. Mais bon, on ne peut pas faire que des pots de fleurs. Ça, là, le bilan carbone, je ne sais pas s'il serait bon. Tout à l'heure, on vous refera une petite démonstration en direct des tests comparatifs sur les deux types de sols. On a amené des trucs. Ça on le fera même avec des terres qui sont très très sèches, parce que c'est des échantillons qui ont 1 an là. Quand on dit souvent, ouais, quand les sols sont secs, quand il pleut beaucoup dessus, ça ne peut pas rentrer. Erreur, on va le voir tout à l'heure. Quand le sol il a gardé une structure, il la garde. Je te rends la parole, mais je peux aller un peu plus loin dans la réponse. Vas-y. Il y a deux petites choses. Mais déjà, il y a un niveau juridique. Là, on parle beaucoup d'agriculture biologique. Il y a toute une réglementation, mais qui déjà va prendre un peu de précaution, c'est-à-dire interdire l'utilisation en agriculture biologique des fumiers, on va dire, industriels, c'est-à-dire des grosses usines à production bovine, laitière, etc. Voilà. Donc ça, c'est une première chose pour éviter le pire. La deuxième chose, c'est le sol. On n'a pas arrêté d'en parler. Hein. Merci aux deux agriculteurs qui vont continuer à en parler. Mais le sol, c'est vraiment un bouillon de culture. C'est-à-dire qu'il va détruire au fur et à mesure. Évidemment, des fois, il est un petit peu oppressé ou compressé ou en mauvais état. Mais au fur et à mesure qu'on lui rend de la vie, il va pouvoir décomposer tous les produits nocifs, rendre biologiques les antibiologiques, c'est-à-dire les décomposer avec les bactéries, les champignons, etc., qui vont vraiment épurer tout ce qui reste de négatif. Bien entendu, il y aura une petite partie qui ne sera pas du tout transformée, mais c'est ce qu'on appelle les éléments traces métalliques, hein, les métaux lourds, hein, le cuivre, le zinc, le mercure, le cadmium, tous ces trucs-là, ils ne vont pas être détruits, mais par contre, si on rajoute de la matière organique va bloquer une partie des indésirables et une grosse partie. Donc il faut quand même faire confiance, je dirais, au sol et la capacité, je dirais, de bloquer ce qui n'arrive pas complètement à détruire. Et on a même des plantes qui sont utilisées pour pomper les métaux lourds et puis qui sont fauchées, et puis on récupère ces métaux lourds. Il y a des plantes qui aiment beaucoup le cuivre. Les sols viticoles anciens sont souvent chargés en cuivre.
Et ces sols-là, pour les dépolluer, il faut mettre de l'avoine, par exemple des légumineuses, et vous les fauchez et vous pouvez récupérer le cuivre après, quoi. Il y en a qui se chargent de faire ça maintenant. Et il y en a qui, moi j'ai un copain qui est biologiste, lui, il dépollue les sols avec des bactéries, donc il a des correspondants dans le monde entier. Et quand il y a un sol chargé de plomb naturellement, il se développe des bactéries dessus. Donc il a appris à s'occuper du plomb. Donc quand il a des terrains chargés en plomb, il appelle ses collègues, il dit envoie-moi un échantillon de bactéries, il les mélange avec ses bouillons de culture, ces bactéries s'échangent des brins de gènes, donc cette capacité à détruire le plomb ou à le stocker, ou je ne sais pas ce que les enfants ne le détruisent pas, mais ils doivent le stocker, je ne sais pas, le chélate, je ne sais pas comment il se débrouille, il arrive à dépolluer des sols comme ça. Il a été appelé en Italie, au bord d'une autoroute, à dépolluer toute une bande de terrain. Il n'y a plus rien qui pouvait pousser. Avec ces cultures de bactéries, il a réussi à le faire. Donc il y a l'espoir. Voilà, tant mieux. Après, moi je pense qu'il ne faut pas se focaliser. Je fais partie de la petite association de Nature et Progrès locale, là, et on a souvent eu ce cas de fumier et tout ça. J'avais des copains qui avaient un élevage de poules à côté, à 1 kilomètre de chez eux. Moi, j'ai dit plutôt que d'acheter du fumier garanti bio, enfin garanti, de toute façon la matière organique il la trouve où? Il ne faut pas rêver. Donc il avait le poulailler à côté, j'ai dit écoute, tu le prends, tu fais un compost, tu le laisses composter un an pour que les organophosphorés se dégradent tout seuls, les antibiotiques disparaissent, puis tu l'utilises après. Enfin, l'essentiel c'est de rendre les sols vivants et carbonés pour qu'ils puissent absorber l'eau. Là maintenant l'urgence elle est climatique et il ne faut pas trop se poser de questions sur les polluants, parce que les polluants il y en a partout. Mais le principal c'est la vie. Il faut être en bonne santé et on passe à travers. Allez-y, posez des questions. Pourquoi tu dis qu'il ne faut pas utiliser du fumier frais sur un terrain? J'ai jamais bien compris. On m'a dit ouais, tu vas brûler tes... Oui, parce que dans un fumier frais, vous avez beaucoup d'azote libre, de nitrate ou d'ammoniac qui sont en concentration trop importante et là vous allez avoir une brûlure, quoi. Donc si vous voulez, il y aura une transformation avec les bactéries, il y aura une partie évaporée et donc vous allez avoir une transformation en humus. Après vous avez le pédologue qui va vous répondre. Mais j'aime bien quand tu commences, hein. Oui. Ça, je fais la finition. Voilà, je vous présente les ingénieurs du sol. Ben, vous faites passer, puis vous ouvrez. Vous pouvez en prendre quelques-uns dans votre poche, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ce sont des verres de compost. Eh bien, il faut leur faire confiance, quoi. Il y a un petit test qui est tellement simple que personne ne le fait. Vous prenez une caisse, vous mettez des petits tuyaux, 1, 2, 3, 4 sorties avec 4 caisses. Au milieu de la première caisse, ben, vous mettez des vers de terre, des vers de compost, du vivant, et qui a bon goût, qui a du flair, quoi. Et puis dans les 4 caisses, ben, vous mettez du fumier pur, du fumier de poule très très fort, un compost, et puis un produit chimique, un ammonitrate. Vous verrez que le ver de terre, hein, c'est un ingénieur du sol, hein, puisqu'il fait des galeries, il construit, il fait du humus, il fait du complexe argilo-humique, hein. Comme on a vu tout à l'heure, c'est celui qui va nous tenir l'eau dans les sols. Et bien le ver de terre, c'est pas uniquement... il y avait Aristote qui était le premier à parler des vers de terre. Il les appelait les intestins de la terre, au sens de la digestion des matières. Mais moi, je rajouterais un petit mot, ce sont des langues. C'est-à-dire un ver de terre égoutte, c'est une langue. Et d'ailleurs, hein, le ver de terre, il a horreur du sec. En allemand, on dit non pas le ver de terre, mais le ver d'eau. C'est-à-dire un ver de terre, il doit toujours être humide. Et c'est pour ça qu'il sort la nuit. Il n'y a pas trop de soleil, hein. Et puis c'est humide, il y a l'humidité de la nuit, et donc le ver de terre, il goûte, il se balade, et il va fuir toutes les choses négatives. Donc une matière organique trop forte, trop riche en azote, ici, elle va le brûler, donc il va fuir. Mais par contre, certaines matières qui commencent à être un peu transformées, il va passer à côté, mais il ne va pas directement, il faut qu'il y ait une transformation. Et c'est pour ça qu'un compost, c'est toujours la meilleure nourriture pour la plupart des sols.
Et c'est pour ça que les poules adorent les vers de terre. allez-y. Comment C'est bon. La bouillie bordelaise Ah, c'est pas bon à boire, non. Non, quand on sulfate les tomates, tout ça. Quand vous sulfatez, oui, mais n'en mettez pas beaucoup. Vous pouvez diviser la dose par 10, qui est écrit sur les boîtes, sans problème. Je sais que c'est du sulfate de fer, donc... Retenez le chiffre. Sulfate de fer, non. Sulfate de fer, c'est autre chose. Oui, bordelaise. La bouillie bordelaise, Cuivre. c'est du sulfate de cuivre neutralisé à la chaux. Voilà, c'est parce que si vous utilisez le sulfate de cuivre pur, vous allez brûler à tous les coups. Non, mais les doses sont très petites. Voilà, non mais vous verrez sur une boîte, parce que maintenant en jardinerie vous allez acheter... C'est en bio, donc... Vous allez acheter ça hors de prix parce qu'ils vous le vendent pour les jardiniers amateurs, parce que sinon il faut avoir un permis pour acheter maintenant les produits. Et vous verrez la dose, vous pouvez diviser par 10 facilement, il n'y a aucun souci, quoi. L'essentiel c'est de le mettre au bon moment. Oui, bien sûr. C'est juste avant la pluie ou pendant la pluie, mais pas après. Je le sais par rapport à mes parents. Voilà. Si vous le mettez après la pluie, alors il va rester plus longtemps, mais le champignon sera déjà rentré dans la plante, il aura fait ses dégâts. Donc si vous le mettez avant la pluie ou pendant la pluie, là il n'y a aucun problème, il va agir sur le champignon. Qu'est-ce qui décompose le fumier? Pardon, Qu'est-ce qui décompose le Attendez. fumier Qu'est-ce qui décompose le fumier? La vie. Les bactéries. Donc au début, ça va être une phase de bactéries, comme vient d'être dit. Ce sont les bactéries qui vont commencer à transformer. Et ben, vous allez voir, on appelle fumier. Pourquoi? Parce qu'il fume. Voilà. Et la fumée, ben, c'est l'eau qui va se dégager par la chauffe des bactéries. C'est un bouillon de culture, ça chauffe, ça dégage de l'énergie. Et puis ensuite, vous aurez une phase de champignons. Donc après les bactéries, c'est les champignons qui vont transformer. Tout le compost de fumier se transforme en une racine, en des milliers de petites racines de champignons. Et puis ces champignons vont mourir, et d'autres champignons vont venir manger les champignons, qui vont manger les champignons, puis tout va se retourner, je dirais, au sens du minéral, et on aura la fabrication d'un terreau. Et à la fin, ce seront justement les vers de terre, les tardigrades, et puis là, il y a des centaines et des centaines d'espèces vivantes de plus en plus petits, qui vont faire qu'on aura un compost. Et puis si on laisse vieillir le compost, on aura un terreau qui sera, lui, beaucoup moins actif qu'un compost qui a encore des forces de transformation. Sur du BRF, par exemple, parce que le BRF a besoin d'azote, la fin d'azote. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le BRF a besoin aussi de mycélium pour se décomposer. Oui, alors, je dirais, la mode du BRF, ça s'appelle du bois raméal fragmenté. Et très souvent, on n'a pas de BRF vrai. C'est-à-dire, ce qu'on appelle BRF, ce sont plus du broyat de différentes plantes. Mais ce broyat, c'est des fois des broyats de gros ou de très gros. Et puis des fois, il y a des conifères. Et puis des fois, il a séché une semaine, 1 mois, 3 mois ou 6 mois. Donc, on va dire que c'est du déchet vert. Voilà. Et le déchet vert, le meilleur moyen de le décomposer, c'est de faire un mélange fumier, déchet vert. Et vous le mettez à composter. 10%, 20%, 30%, 50%, ça n'a presque pas d'importance. C'est une importance sur le résultat final, mais tout va composter. Vous prenez le fumier et vous transformez toutes les matières. De la paille, du bois, etc. Et si vous le mettez au sol, le BRF, surtout ne l'enfouissez pas. Laissez-le en surface. D'abord, il va couvrir le sol. Il y a quelques bestioles qui vont l'hiver essayer de venir en gratter les morceaux, donc ça va faire des petites galeries. Et si vous voulez faire un semis, vous l'écartez, vous le laissez dans les allées où vous marchez. Il va se décomposer à la longue petit à petit. Mais c'est une mode qui n'est pas bonne du tout pour les jardins potagers. Parce que le BRF a besoin d'azote, va se transformer, a besoin de champignons. Et les champignons, ils vont fournir l'azote sous forme d'ammonium. Et les plantes potagères ont besoin d'une forme nitrate. Et la forme nitrate, c'est plutôt par les fumiers que vous l'aurez. Alors que le BRF, il serait mieux pour les plantations d'arbres, d'arbustes, sur les haies. Parce que là c'est comme ça que les arbres, il n'y avait rien qui avait bougé. Et on voyait les choux qui n'étaient pas bien jolis. Il y avait vraiment une fin d'azote. Ça veut dire que le BRF n'est pas suffisamment décomposé. Et à la limite, le BRF, il faudrait le voir, parce que tout est bon, on va dire. Après, ce qu'il faut, c'est bien l'utiliser. Il faut le voir comme une rotation. C'est-à-dire, pendant plusieurs années, je mets de la matière organique difficile à décomposer.
mais il ne faut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'il faut laisser les choses se décomposer, et quand elles commenceront à être envahies d'herbes, un peu, beaucoup, énormément, et ben c'est que ça y est, c'est mûr, on peut retravailler et remettre une culture. Mais en attendant, la culture va souffrir, puisque le sol est plus puissant que la culture. S'il manque d'azote, les bactéries du sol vont l'utiliser pour décomposer, et non pas pour nourrir les carottes, le blé et autres. Moi j'avais une question plus sur les sols vivants qui absorbent de l'eau. Là on a l'impression qu'on a des fortes sécheresses l'été, avec les sols qui se modifient aussi. Et quels sont les jardins, donc ça serait plus ornementaux, les meilleurs, les techniques pour garder les sols au maximum vivants pour qu'ils puissent absorber l'eau quand on a des pluies qui reviennent. L'idéal, ce serait de couvrir les sols. Si on a de la matière, de la paille, des déchets verts ou autres, on peut couvrir. Déjà on a moins d'évaporation. On n'a pas la chaleur directe du soleil sur le sol. Mais bon, il faut composer avec, et on n'a pas trop le choix. Là, hein. Et par rapport aux habitudes de tonte, les gens comme tous les 15 jours, on se retrouve avec des paillassons pendant l'été, il y a ça aussi. Et par rapport aux arbustes, sous les arbustes, est-ce qu'il n'y a pas des solutions à avoir ou à privilégier? La tonte, il ne faut pas être obsédé pour avoir un gazon en permanence petit, on peut le laisser grandir un peu. Voilà, c'est pas... Mais... Face à la sécheresse, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Il faut remettre le climat dans le bon sens. Ça veut dire qu'il faut que tous les sols redeviennent comme cela pour que les pluies reviennent et que le climat il revienne à l'endroit. Et ça, c'est à échelle mondiale qu'il faut le faire. Hein. C'est pas... Évidemment, et au fur et à mesure qu'arrive l'été, c'est-à-dire le printemps, ou entre printemps et été, il faudra donner à manger aux plantes que l'on veut garder, et puis au fur et à mesure mettre des choses de plus en plus difficiles à décomposer. Comme ça on va mettre, pourquoi pas, un compost, et puis après un paillis, et puis après quelque chose d'encore plus gros, du déchet vert pas du tout digérable, mais on peut faire 1, 2, 3 couches, de façon à nourrir par-dessous et laisser l'hypersec au-dessus. Et puis on peut aussi, je dirais à certains moments, travailler. C'est-à-dire que si on manque un moment de matière organique pour nourrir le sol, on peut très bien, comme en Australie, comme dans beaucoup de régions, travailler le sol sur des très faibles épaisseurs pour créer une terre sèche sur une terre qui est encore un petit peu ou légèrement humide en profondeur. Et créer de la terre sèche, c'est comme si on créait du sable, du gravier. Vous avez le sec qui est sec, mais dessous vous avez le sol qui continue à fonctionner et qui ne va pas s'évaporer. Évidemment, il ne faut pas tout travailler, il faut laisser des bandes pour qu'il y ait des herbes qui tiennent, s'il y a de la pente, s'il y a de l'érosion, car le pendant de la sécheresse d'un côté, c'est l'érosion, parce que quand la pluie va revenir, elle risque d'être trop forte et de tout emporter. Donc ne jamais laisser 20 cm de sol hyper sec, prêt à partir pour l'automne qui arrive, ou la mousson qui va tout emporter. Ce serait dommage. Je pense que ça pourrait valoir le coup de faire les tests là. Oui. Parce qu'on parle du sol, là, justement. Tout le monde a mangé les vers de terre, c'est bon? Ils sont où? Ils sont revenus. Ah, ils sont revenus? Ils sont là. Ah oui. Alors là, il va être question de l'importance de la matière organique dans les sols et au niveau de la différence, de structure, stockage de l'eau, rétention d'eau. Mais ce qui est intéressant aussi avec la matière organique, c'est que le sol est classé aujourd'hui dans les puits de carbone. Et il y a plusieurs puits de carbone sur la Terre. Donc le premier puits de carbone, le plus ancien, c'est l'océan. C'est l'océan qui contient énormément de gaz carbonique dissous. Ensuite, la matière organique sur la Terre contient énormément de carbone. Et le stade ultime du carbone, c'est ça. C'est du charbon, quoi. Et donc, l'histoire de la Terre a stocké des quantités colossales de carbone
que l'on brûle à l'heure actuelle. Alors ça, c'est du carbone solide, mais il y a du carbone liquide, le pétrole, et il y a du carbone gazeux, les gaz. Ça, c'est ce qu'on consomme pour avoir toute cette énergie qui nous permet de faire fonctionner nos voitures, nos tracteurs, de fabriquer du plastique, nos vêtements, etc., etc. Transport de la nourriture, tout ce qu'on a parlé ce matin, ça passe par ces carbones fossiles. Et un autre puits de carbone, c'est ça. C'est ça. Ces trucs-là, quoi. Voilà. Ça, c'est un énorme puits de carbone. Alors, soit c'est les squelettes, soit c'est les déjections. Hein, il y a des crottes là, c'est du calcaire pur. C'est des crottes de verre, de mer. Et ça, ce n'est qu'une accumulation de crottes de verre, de mer. Et c'est du calcaire. Et donc, le calcaire, c'est quoi? C'est un carbonate, donc du carbone, de calcium et du calcium. Donc, voilà, ça c'est un autre puits de ce qui étaient les anciens gaz carboniques. Les gaz carboniques qui sont stockés sur Terre dans le végétal, dans du minéral, et ça c'est aussi du minéral. Et dans quoi il est encore stocké? Dans l'humus des sols. Alors l'humus des sols, on peut l'assimiler à ça, parce que c'est d'origine végétale, mais tout le monde sait que ça donne du bois. Le bois, on peut le brûler, donc c'est du carbone. Ça, on sait qu'on peut le brûler, donc c'est du carbone. Par contre, l'humus qui sert à la fertilité des sols, c'est le grand inconnu. Alors, et c'est de l'humus. L'humanité est sortie de l'humus. L'humus existait avant l'humanité. Notre nom vient de l'humus, quoi. Humus, humidité, humanité, c'est la même racine, quoi. Et la grande particularité depuis l'invention de l'agriculture, c'est qu'on a cessé progressivement de veiller à l'humus du sol. Et aujourd'hui, on est dans l'extrême totalement opposé, c'est qu'on ne fertilise les sols qu'avec du minéral, des engrais minéraux. Et donc le puits de carbone que représentent les sols cultivés de la planète, même les forêts, quand on les déforeste comme on le fait actuellement, que ce soit en Indonésie, que ce soit en Amazonie, que ce soit en Afrique, comme on eh ben, elles ont très peu de sol. Très rapidement, le bilan carbone est totalement négatif. Et donc, un puits de carbone, des puits de carbone, des domaines où on peut intervenir sur le carbone à l'heure actuelle, c'est les sols et les forêts. Et les sols, c'est l'agriculture. Hein. C'est l'agriculture ou les jardins d'agrément, bien évidemment. Tout le monde peut faire du compost dans son jardin d'agrément. Mais l'agriculture, on peut... d'ailleurs, tout le monde demande à ce qu'on fasse une agriculture décarbonée. Il n'y a que les agriculteurs, et encore... Ceux qui sont encadrés et conseillés par les lobbies de l'agriculture industrielle qui veulent un libéralisme total pour pouvoir continuer à utiliser des engrais qui veulent qu'on leur mette moins de contraintes, donc faire de l'agroécologie, c'est du travail. Mais pour ça, on peut les payer. On peut les aider, on peut les former, on peut les encourager, etc. Et pareil, hein, et tout ça, ça peut être fait. Donc voilà, l'agriculture peut remettre du carbone sous deux façons qui sont à sa disposition. C'est le sol, et elle n'est pas obligée d'avoir recours au fumier, parce qu'on sait faire des engrais verts, on sait faire des cultures associées, on sait faire des cultures intercalaires, puis on sait aussi planter des haies. Alors c'est, comme il nous racontait le copain tout à l'heure, c'est écrit, ils l'ont dit, mais on ne le fait pas. Donc
voilà, il y a deux puits de carbone sur lesquels l'agriculture peut intervenir très facilement, tout en gardant ces gros outils de travail et ces parcelles immenses. C'est planter des haies, parce que le matériel pourrait être adapté à des parcelles plus petites, et utiliser des plantes qui fixent le carbone dans les sols. Et en faisant ça, on arrive à faire augmenter le taux de matière organique des sols chaque année de 0,5%. Ça veut dire que, et si on sait que si on arrive à 4% de matière organique dans les sols, on a des sols qui ont une capacité de résistance à l'érosion, et vous voyez les résultats ici, vous l'avez sous les yeux, ce que ça donne d'avoir de la matière organique dans un sol, et c'est quasiment la seule différence entre ces deux sols, quoi. C'est le taux de matière organique. On le voit là, avec la couleur. Mais bon, là, je suis à peu près à 6% de matière organique. Là, ils sont à 2%. Et bon, Alors, ça vaut le coup d'être regardé de plus près. Hein. Vous pouvez venir là, parce que voilà exactement ce qui se passe. Quand il pleut sur Ribotte-les-Tavernes, hein, il vous l'a montré. On a vu le résultat dans les rues de Anduze. Et voilà, l'eau ne pénètre pas dans les sols, quoi. Là, l'eau, elle a pénétré et le sol a gardé sa structure. Alors, on a des échantillons de tests qu'on a fait où l'eau a fini par passer à travers, ou alors on l'a virée parce qu'elle ne voulait pas. Voilà, ça c'est des tests qui ont été faits sur les sols identiques. Hein. Le résultat, la façon dont les mottes se sont défaites, elles ont fondu comme de la glace. Pas de structure. Et l'autre garde sa structure totale, on voit les trous des vers, etc. etc. Quand vous avez des terres comme ça qui sèchent, vous voyez souvent des images de sécheresse et tout, vous voyez les sols tout craquelés, tout fendus, c'est des sols sans structure qui sont comme ça, quoi. Et donc quand il va pleuvoir dessus, c'est clair que ça va pas. Regardez ce que ça fait, ça peut pas rentrer. Ça ruisselle, hein, et donc on n'a plus de réserve d'eau. Plus de réserve d'eau, ça veut dire l'été, plus il fait chaud, plus on va avoir besoin d'eau de l'été, plus on sera en sécheresse. Donc si le climat change au point qu'il ne pleuve plus, on a beau creuser des bassines, on n'arrivera pas à les remplir. Donc la solution, elle est vraiment là, pour remettre du carbone dans les sols. Alors il y a un gars qui se balade sur le nord de la France en petit avion, c'est un passionné d'aviation et de photo, et il a remarqué depuis un certain nombre d'années qu'il y avait des phénomènes de Poulet debout. Oui, et champs, ouais. Ça se voit du ciel, donc ça fait tout un tas de sillons et du ciel, c'est assez impressionnant. On voit ça se rejoint et puis à l'endroit où ça sort sur une route, ça inonde la route debout et puis ça fout le camp, quoi. Et c'est sur des superficies gigantesques et c'est partout pareil, que ce soit au nord, que ce soit au sud, c'est partout pareil, quoi. Et donc double pénalité, quoi. On ne stocke plus de carbone dans nos sols et on perd nos sols. Chaque fois et que ces vous deux voyez... pénalités se rejoignent. Et en même temps, on n'a plus de pétrole. Chaque fois que vous voyez une eau boueuse qui est charriée par une rivière, vous pouvez dire que c'est le capital qui s'en va. C'est pas normal. Un torrent de rivière, l'eau elle est toujours claire. Parce que c'est avec le pétrole qu'on fabrique les engrais. Enfin, avec le gaz, précisément. L'azote. Hein, et donc, on va bientôt plus pouvoir fabriquer. Donc on a intitulé ce stand « Sol, eau, climat et sécurité alimentaire » parce que climat, oui, on comprend, hein, qu'on ne contribue pas, on consomme énormément d'énergie fossile qui rejette des gaz à effet de serre, et puis on ne stocke pas,
Et en plus, on va bientôt être incapable de produire parce qu'on n'aura plus d'engrais chimiques, ni de produits de traitement. Les phosphates, c'est des mines, hein, et la potasse aussi. Mais il faut l'extraire. Les mines, bon, de toute façon, il y en aura moins, vu que c'est fossile, il y en aura moins. Et avec les histoires géopolitiques, si c'est un seul pays, si c'est mettons la Russie qui a tout le phosphate, vous imaginez les conditions dans lesquelles on pourra les avoir nous. Hein, mais ça aussi, c'est des mines. Ça aussi, c'est naturel. Mais il faut l'extraire, il faut le transporter. Et pour le transporter, il faut avoir les moyens de le faire. Il faut des routes, et il faut de la coordination, et il faut que tout fonctionne, il faut que quand le bateau arrive, les camions soient là, etc. Tout ça, c'est de la coordination. Et bientôt, on ne sera plus en état de garantir. Mais Total Energy y a pensé. Il y a pensé, il est en train de construire des méthaniseurs dans le Gers. Alors au départ, il prend du fumier chez les paysans pour pas trop avoir de gens qui se lèvent en disant que c'est vertueux, puisqu'on transforme la matière organique. Et puis derrière, ils sont en train d'acheter des terres. Comme les paysans, ce matin, il y avait une question là, sur comment on va remplacer les paysans, là, la rapidité avec laquelle ils vont prendre la retraite et qu'il n'y aura personne. C'est vrai que c'est compliqué de former des paysans et puis de trouver des gens qui ont les moyens d'acheter des terres et tout. Alors que Total Energy, il a les moyens d'acheter des terres. Il les paye même beaucoup plus cher que le prix agricole. Et là-dessus, il va faire pousser du maïs. Donc il va construire des bassines pour arroser son maïs. Et ces maïs, ils vont servir à faire du biogaz. Et ce biogaz, il va servir à faire marcher les camions qui iront chercher la nourriture qui sera produite ailleurs. Et comme ça, il aura le droit de continuer à exploiter du pétrole parce qu'il va dire j'équilibre mon bilan carbone parce que je fais du carbone vert. Une chose importante quand même, oui, l'agriculture biologique n'est pas majoritaire au niveau, je dirais, des surfaces. Hein. En 10 ans, 20 ans, il y a eu quand même une forte augmentation, même si c'est largement insuffisant. Il faut quand même, je dirais, non pas être que pessimiste. Soyons optimistes dans le pessimisme. Il faut quand même 3 à 8 ans pour commencer vraiment à améliorer une terre. C'est-à-dire que le phénomène que l'on voit ici, il n'est pas irrémédiable. Il n'est pas suicide collectif dans 2h,5. Non, non. Il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qui évoluent, et il faut un petit peu de temps, mais avec un peu d'accompagnement, beaucoup de vrai bon sens. Les sols évoluent, les agriculteurs évoluent, et il y a plein de bonnes choses, je dirais, qui sont semées à droite et à gauche, au sens des initiatives, au sens de l'amélioration du sol, l'amélioration des conditions techniques, économiques et sociales. Donc soyons... Il y a un réseau parmi les agriculteurs, c'est le réseau DEFI. C'est quand les plans éco-phyto, c'est-à-dire pour sortir des pesticides, ont été lancés en 2008. Il y a des réseaux d'agriculteurs qui se sont regroupés, des agriculteurs conventionnels qui se sont regroupés pour pouvoir savoir comment... C'est des gens qui ne voulaient pas aller dans le bio directement et puis ils voulaient voir comment on pouvait améliorer la situation. Donc chaque fois qu'il y en a un qui trouve une bonne rotation, un bon assolement qui est positif, et bien, ils se le disent, ils se regroupent, ils disent comment tu as fait, tu as acheté quel outil, tout ça. Donc ça, c'est un réseau qui fonctionne bien. Dans ce réseau, il y a des gens qui sont sortis à 90% des pesticides. Donc c'est des gens qui sont très près de pouvoir passer en bio s'ils ont envie d'y aller. Alors que là, les gens qui sont sur des sols comme ça, quand ils veulent passer en bio, vu que les aides au maintien à l'agriculture biologique ont été supprimées, au bout de 5 ans, quand leurs productions vont commencer à chuter, eux ils vont douter et ils vont arrêter, ils vont faire marche arrière parce qu'ils diront c'est pas possible, on ne peut pas continuer. Quoi. Donc, l'urgence, c'est d'aider les agriculteurs à franchir ce cap des premières années où la terre a besoin de vivre pour elle. Quoi. Elle a besoin de ne pas exporter, il faut la nourrir et pour qu'elle se recharge. Et puis après, une fois que le cycle de vie est amorcé, ça tourne sur lui-même. Hein. Avec les bonnes rotations, on arrive à faire des productions correctes. Mais aujourd'hui que nos agriculteurs sont dehors, là, et il faut les guider en disant bien ce qu'on veut qu'ils nous fassent. Ce matin, on parlait de carte bleue. C'est ce qu'il faut faire, hein. C'est aller chez des agriculteurs qui font les efforts pour les soutenir, pour les aider. Hein. C'est comme ça que ça va avancer. Hein. C'est votre pouvoir à vous. Hein. Vous n'avez pas les terres, vous ne pouvez pas
pouvaient pas agir à leur place, quoi. Apparemment, tout le monde a compris ce qu'il fallait faire. Apparemment. Vous leur montrez le film, hein. Bon, après s'ils veulent venir me voir ou s'ils ne croient pas au truc, eh qu'ils fassent le test. Hein. Qu'ils fassent le test chez eux, qu'ils prennent de la terre et qu'ils fassent pour voir si leur terre est en bon état ou pas. Oui, mais maintenant, il faut que l'État aide à ça. Parce que les agriculteurs, ils ont besoin d'être aidés. Mais on a la PAC pour ça. C'est pas que nous qui pouvons les aider. Il y a la PAC, mais pour la PAC, pour qu'il y ait une bonne PAC, il faut qu'il y ait des bons élus. Et pour qu'il y ait des bons élus, il faut voter dans le bon sens. On revient toujours au bon sens. Voilà, donc voilà un peu le problème, quoi. Voilà où on en est. Tous les agriculteurs d'Europe sont dehors. Et nous, on sait ce qu'il faut faire. Donc, il faut qu'on l'exige. Et ce n'est pas des agriculteurs qui font qu'on l'exige, les pauvres. Les pauvres, ils sont comme ça. Et non, c'est de l'État. Mais les agriculteurs sont dans une nasse, en fait. On les a guidés, conduits. Donc ils ont acheté du matériel, ils ont acheté des surfaces, ils ont acheté un système de production. Ils sont coincés là-dedans. C'est très très difficile de faire marche arrière. Surtout, plus on a de volume, plus c'est difficile. On m'avait demandé conseil là, sur une propriété sur les Costières de Nîmes. Il y a 200 hectares de vignes. Vous voulez passer en bio. On a commencé à lui dire, bon, vous avez combien de personnel, combien de tracteurs, combien d'appareils à sulfater. On lui a dit, écoutez, c'est pas la peine d'essayer, vous n'y arriverez pas, quoi. Mon frère qui gérait, parce qu'il a pris sa retraite cette année, un domaine de 300 hectares de vignes dans le Var. Quand son patron a voulu passer en bio, la première année, il s'est ramassé du milieu, il n'a rien récolté, quasiment. Donc le patron a dit, bon, il faut faire quelque chose. Et il lui a dit, oui, mais il me faut 15 appareils à sulfater et 15 chauffeurs de plus. Si vous voulez qu'on récolte, c'est ça. C'est ça le bio. Alors maintenant, on peut imaginer, à Ribot-les-Tavernes, que 1 heure après, il y a un autre orage qui arrive. Et on peut refaire tomber de l'eau. Et c'est intéressant. Intéressant. Regardez la couleur de la terre. Parce que là, l'eau tombe sur un sol complètement détrempé. Là aussi, il est détrempé, mais il est resté poreux. Là, il est saturé. Donc, Mais là, tant que la couche de dessous absorbe, l'eau, elle va continuer à rentrer. Et chez moi, j'ai observé que c'était... Quand on a eu les inondations en 2002, on a eu 700 mm en 22 heures. Et moi, mes terres ont commencé à lâcher l'eau au bout de 250 mm. Mais chez les voisins, quand il pleut un peu fort, là, au bout de 10-15 mm, ça part déjà, quoi. Il y a pas... Et 200 mm, si vous le multipliez par le nombre d'hectares, moi j'avais fait le calcul qu'avec les hectares de vignes, 200 mm sur 80 000 hectares de vignes comme il y a dans le Gard, ça fait 160 millions de mètres cubes qui auraient pu être stockés. Et on peut comparer ça aux 60 millions que peuvent stocker tous les barrages qui sont dans le Gard. Sur le Vidourle, sur les Gardons et sur la 16. Et une bassine, c'est 600 000 mètres cubes. 600 000 mètres cubes, il faudrait que les terres elles pompent 100 mm sur 600 hectares. Donc, une bassine, elle est faite pour 600 hectares à peu près. Mais si les paysans ils ont leur terre comme ça, s'ils absorbent 100 mm de plus, les paysans n'ont pas besoin de bassine. Et si on aménageait un peu les Cévennes, qui ont des fortes pentes, et si on aménageait les garrigues aussi, qui ont des pentes caillouteuses, quelquefois rocheuses, dans les garrigues, moi je pense qu'il faudrait mettre des cailloux, des amas de cailloux dans les creux, pas pour bloquer l'eau, mais pour la ralentir. Donc pendant qu'elle est ralentie, elle peut s'absorber sur les côtés et tout, elle va aller doucement, tout le long de son trajet, elle peut descendre, s'absorber. Et dans les montagnes, moi je pense que sur les courbes de niveau, on ne va pas refaire les terrasses, on ne va pas remettre 40 000 agriculteurs dans les Cévennes, c'est impossible. Donc il faut refaire sur les courbes de niveau, il faut refaire des terrasses vertes, c'est-à-dire couper sur 1 mètre de large, sur une courbe de niveau, vous coupez les arbres à 60 cm ou 50 ou 1 mètre, et vous débranchez un petit peu, et vous mettez les branches, les arbres, les troncs et les branches et tout en travers de la pente. Quand il va pleuvoir,
ce que les sangliers ont gratté et tout, et les feuilles vont s'accumuler sur cette amas de branches. Et là, l'eau, elle va descendre tranquillement, elle va rejoindre les sources, elle va réalimenter le gardon, mais beaucoup plus doucement, beaucoup plus lentement. Donc il y a des choses à faire. Ça ne coûterait pas énormément d'argent. Hein. Et vous embauchez des bûcherons, il y a plein de gens qui sont au chômage qui ne demanderaient pas mieux que d'aller prendre dans l'air. Et pour installer des branches le long d'un truc, ça ne serait pas très compliqué. Il y a eu des essais qui ont été faits dans certains pays. Ils ont fait ça, je pense c'est en Slovénie ou je ne sais pas où, ils ont planté des pieux, ils ont amené pour le mettre le long des rivières pour que l'eau n'arrive pas trop vite dans les rivières. Donc c'est un peu la même chose, c'est perpendiculaire à la pente et ils se sont aperçus qu'il y avait du résultat. Donc là, pas besoin de charrier des pieux ni les autres, on l'a sur place. On a plein de forêts de châtaigniers à moitié sauvages, à moitié crevés, et donc on pourrait tout ça aligner, faire des barrages perpendiculaires à la pente, et dans les garrigues, faire des amas de cailloux dans les creux, de temps en temps, et l'eau passerait beaucoup plus doucement et on freinerait. Et pour ceux qui aiment les mathématiques, mais d'une façon très très simplifiée, on était dans les paroles du bon sens, tout ce qui est, je dirais, calcul d'intensité, que ce soit de vitesse dans les rivières ou de vitesse de l'eau qui coule sur les pentes, l'érosion, c'est-à-dire la capacité de l'eau à enlever des petits bouts, ensuite des gros bouts et ensuite d'énormes blocs pour les amener un peu plus loin, elle est en fonction du carré de la vitesse. Alors le carré de la vitesse, ça veut dire que si on est à 20 km/h, 20 x 20, ça fait 400. Si on est à 100 km/h, 100 x 100, ça fait 10 000. Donc en passant de 20 à 100, on passe de 400 à 10 000. Vous voyez un peu le coefficient de multiplication. Autrement dit, la seule chose qui est fondamentale, c'est de baisser la vitesse de l'eau qui accélère. Donc il faut casser l'accélération. Et casser l'accélération, ça veut dire mettre des petites bosses, des remparts, des pieux, des grilles, etc. Ben voilà, là il faut le calculer selon ce qu'il y a à filtrer ou à ralentir. Ça veut dire souvent un peu, mais pas forcément d'énormes choses au sens barrage ou autre. Un ralentisseur, une petite haie tous les 10 mètres, c'est mieux qu'une grosse haie tous les 20 mètres, c'est mieux qu'un énorme barrage tous les 100 mètres, et encore moins, ou l'énorme barrage tous les kilomètres. Voilà. Donc, small is beautiful. Casser la vitesse souvent, c'est très simple et ça n'en demande pas d'énormes moyens techniques. Et c'est exactement le contraire qu'on a entendu avec les inondations dans le Nord, où là les gens ont réclamé qu'on creuse les ruisseaux, qu'on les drague, qu'on remette des pompes pour mettre l'eau plus vite à la mer. Donc plus vite on la mettra à la mer, plus vite il va en arriver d'en haut. Ils n'ont pas compris qu'il fallait empêcher à l'amont que l'eau descende. C'est tout. Surtout qu'ils perdent leurs argiles. En perdant leurs argiles, ils perdent leurs humus aussi. Et donc, les sols se minéralisent, sont de plus en plus pauvres. Ils sont de plus en plus imperméables. Et donc là, ils viennent d'avoir 15 jours ou 3 semaines de pluie dans le nord. Et c'est des sols comme ça, dans cet état-là. Et le film en avion, il vous montre clairement ça, quoi. Les grosses inondations qu'il y a eu en Grèce, c'est une zone du centre de la Grèce, c'est la zone la plus agricole, la plus intensive, et c'est là où les villages ont été noyés. Mais quand on voyait la couleur de l'eau, on comprend que ça vient de terrains comme ça, quoi. Donc c'est bon, vous avez compris. Vous avez compris, et voilà. Maintenant, il faut transmettre. Vous avez les coordonnées du film, puis vous avez entendu, et vous... Allez. Ben ouais, puis il faut... Oui, c'est juste à côté, là, oui. Ouais, maintenant, le copil a dit, oui, Barjac, mais ils essaient de couper la poire en deux, ils essaient peut-être de diviser un peu, de faire au moins un peu aux gens. Les terrains qui ont été achetés pour Roche-le-Gude, c'est pour 15 hectares quand même. Hein. Moi, je suis au comité technique SAFER et j'ai vu passer tous les achats. Donc, pour le moment, c'est que des achats de terrain dans le secteur pour pouvoir faire des échanges sur le lieu précis. Donc ça, c'est pas encore fait, mais c'est en cours, quoi. Enfin, c'est en cours. Après, ils ont la possibilité de travailler sur le barrage de Sénéchas, de remonter d'un mètre de niveau, ça leur permettrait d'avoir... Bon, et ça, c'est tout un travail d'étude, parce qu'il ne faut pas que ça devienne un danger aussi pour... C'est un barrage écrêteur de crue. De le transformer en barrage de retenue,
c'est un peu plus compliqué, quoi. Ils sont toujours dans des solutions technologiques. Ça, on adore, quoi. Solutions technologiques. Est-ce que ce qui est étudié comme bassine à refluide, c'est derrière la cave coopérative? Je ne peux pas vous dire exactement parce que Il n'y a pas de plan. il n'y a pas de plan, il y a pas de plan du tout qui a été présenté. Je sais que c'est dans ce coin. C'est juste en face la route qui vient de Rivière. Hein. Rivière. Et il y a la cave coopérative. Et il y a le pompage déjà de l'ASA qui est là. Ah ouais. Il y a le pompage qui est là, donc ils traversent la route et ils se mettent. Oui, c'est dans les coteaux là. Hein. Et est-ce que ça serait imaginable, comme il y a des gens qui ont des fermes où ils font des vers de terre, où ils ont dit lombricompostage. Il y a des lombricomposteurs, oui, ça existe. Non, oui. mais les lombricomposteurs, c'est pour les particuliers, mais il y a des gens en agriculture qui ont des fabrications de lombricomposteurs. Venez voir la terre de... Oui. C'est lui là, voilà. Oui, non, lui, moi, je fais serait lui, il imaginable. élève des vers de terre. Oui, Voilà, mais mais c'est pas le justement. même, c'est pas le verre de Mais peu compost. ça. importe, il y a 3 variétés. Voilà. Mais on peut arriver à plusieurs tonnes de verre Voilà, à mais l'hectare, est-ce qu'on simplement peut en pas- donnant à manger. Voilà, vous mais voulez acheter des verres? Non. par exemple. oui. Ah, Par exemple. Mais je me demande, déjà, ouais, pour faire un lombricompost, mais est-ce que ça serait un brin réaliste de penser d'aller sur une terre qui est pas trop morte, Oui. qui est quand même déjà bien entamée, et de lui donner des vers de terre? Est-ce qu'il se débrouillerait? C'est pas la peine parce que voilà, Il faut partir. Dans les élevages, ce sont des types de vers de terre qui vivent uniquement dans la litière, ils vivent que dans le compost. D'accord. Donc ils survivraient très peu. Ouais. Il vaut mieux, je dirais, mettre le compost et au cas où peut-être qu'il y aura besoin de mettre un peu de fumier. Et dans le fumier, à droite et à gauche, si on le donne à manger, le ver va se multiplier. Voilà. Donc la nature horreur du vide, les vers de terre, ils arriveront très vite. Vous mettez une bouse de vache, vous aurez un ensemencement de vers naturels qui vont être colonisateurs et qui vont faire autre chose. Il n'y a pas de terre où il n'y a pas du tout de verre de terre. Voilà, il faut vraiment une terre empoisonnée, quoi. Il y a toujours un petit peu de verre de terre, mais donc La première chose à faire, ce serait de couper, je dirais, l'arrivée du toxique Voilà. qui va tuer le ver de terre au fur et à mesure qu'il essaye de se développer. Et sinon, c'est facile dans la région de trouver des... Vous allez voir un jardinier, vous allez voir un agriculteur en bio, il vous offrira une pelle de terre avec du fumier, il n'y a pas de souci. Enfin, j'espère. Ouais, ben merci en tout cas. Voilà, vous pouvez venir voir hein, le résultat.